Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. Nous sommes mercredi, mes gars. J'aime toujours dire ça et j'aime ce qu'il y a bon, non, à l'écran. Vous voyez cette photo, ce n'est pas du Photoshop. Ce n'est pas un choix au hasard, mais en fait une vraie photo prise il y a 2 jours à Djankoï, en Crimée occupée. Ce que vous voyez ici, c'est un train-citerne russe réduit en miettes par des drones ukrainiens. Magnifique mes amis, waouh! Regardons où se trouve exactement Djankoï, juste ici au nord, un peu à l'est de la Crimée occupée. Et l'Ukraine cible les trains de carburant russes et les trains logistiques. Nous étudierons aussi d'autres exemples. Ils les frappent à Melitopol, ici même à Tokmak, qui se trouve quelque part dans cette zone, pardonnez-moi. Et en Crimée occupée, par exemple, Djankoï et d'autres localités où les chemins de fer se croisent ainsi. C'est là que la logistique est concentrée. Les voies de communication fonctionnent dans les deux sens et sont la principale cible des drones d'Ukrainiens. Malheureusement, je n'ai pas d'autres vidéos ou photos de cette frappe spécifique, mais celle-ci suffit, non? Je veux dire, c'est une bonne photo, regarde-la, tu pourrais la mettre en fond d'écran sur ton ordinateur, non? Moi je le ferai, elle est belle. Mais maintenant, on remonte un peu dans le temps, d'1 mois et demi en arrière, en fait, jusqu'au 2 juillet de cet été 2025. Pourquoi? J'ai choisi cette attaque spécifique juste pour vous montrer à quel point c'est facile en réalité. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du sud de l'Ukraine occupée. Nous avons ici Tokmak, qui est un carrefour logistique occupé, une intersection ferroviaire logistique, c'est ça. Vous pouvez aussi le voir sur la carte. Les lignes se croisent, c'est la façon la plus simple de comprendre, et l'Ukraine frappe cette ligne ferroviaire russe jour après jour. Dès qu'ils voient un train, ils le ciblent aussitôt. Et nous avons une superbe vidéo qui nous montre à quel point c'est facile. Regarde ça. C'est un drone de reconnaissance ukrainien dans le ciel qui évalue la frappe récente et comme ça, il a détruit les chenilles. Un train arrive à pleine vitesse. Ils ne peuvent pas s'arrêter, bien sûr, parce que ces trains logistiques sont lourds comme pas possible. Ils ne s'arrêteront devant rien à moins d'être arrêtés. Et c'est ce qui se passe, la locomotive déraille et est forcée de s'arrêter. Et regardez la taille de ce train, regardez-moi ça, c'est énorme. Et bien sûr, les Russes vont réparer ces wagons. Je vous dis qu'ils les réparent en 2 ou 3 jours, mais tout s'arrête. Tous ceux qui attendent ce qu'il y a sur ce train doivent attendre plus longtemps. Il va y avoir des pénuries. C'est une frappe efficace sur la logistique ferroviaire russe. Et c'est magnifique à regarder. Très bien, mes amis, je vais vous faire attendre. Ne sortez plus vos cartes de bingo des raffineries de pétrole, parce qu'on va tout passer en revue. Qui ont brûlé en Russie aujourd'hui et hier tout d'abord la raffinerie de pétrole Novachaktynsk qui a été frappée il y a environ 5 jours. Je crois que c'était à la fin de la semaine dernière. Elle a brûlé jusqu'à hier matin, mardi matin. Donc les Russes ont eu 5 jours de barbecue gratuit. Imagine que tu es un civil russe, tu gagnes pratiquement rien par mois. Tu as la viande que ta grand-mère t'a donnée après avoir abattu le cochon, non? Tu veux la faire griller quelque part, mais oui, tu n'as pas d'argent pour du bois de chauffage. Mais soudainement, les États russes t'offrent un barbecue gratuit à la raffinerie de pétrole de Novochaktynsk pendant 5 jours d'affilée. Waouh, waouh mes amis. Mais ici on peut voir les conséquences. Oh, il y a encore un petit barbecue qui se passe juste ici. Et ne l'éteins pas, les gens ont besoin de réchauffer leur nourriture, mais oui, ça ne va pas bien. Ces grands réservoirs ici, qui contiennent environ 80 000 mètres cubes de carburant, plusieurs d'entre eux, presque tous, ont brûlé, pas tous, mais presque tous, ont brûlé jusqu'à être vides. Donc c'est un gros coup dur. Regardons simplement quelques autres photos des conséquences de ce barbecue. Comme vous pouvez le voir, quand ces réservoirs de carburant brûlent jusqu'à être vides, ils restent toujours debout. Ils sont juste vides. Et on ne peut pas vraiment les éteindre parce que c'est un feu chimique, je ne sais pas trop comment le décrire. Quand le pétrole ou le carburant brûle, on ne l'éteint pas vraiment avec de l'eau. Il faut de la mousse chimique et des centaines de pompiers. Et c'est à ça que ça ressemble.
C'est un beau spectacle, mec, de belles images. Je ne vois pas tous les Russes avec des saucisses comme s'ils allaient les faire griller, mais je ne les vois pas. Où est la fête de la raffinerie de pétrole? Regarde ça. Ce sont, si je ne me trompe pas, des camions de pompiers qui ont brûlé après qu'ils les ont amenés ici, puis le feu s'est propagé et ils ont brûlé. Ouais, les camions le sont, en supplément. Barbecue. Tu peux même cuire tes saucisses sur les camions en feu si tu veux. Et c'est un moment pour toi où la Novachakhtinsk était réellement en train de brûler. Regarde ça, regarde ça. Je veux dire, comment tu vas éteindre ça? Ils ont rapporté qu'il y avait plus de 400 pompiers qui travaillaient jour et nuit, 4 jours d'affilée sur cette raffinerie de Novochakhtinskoïd. Comme vous pouvez le voir, c'est la mousse, je suis sûr que vous en savez plus que moi là-dessus. Je sais juste ça. L'eau est inefficace sur un incendie d'hydrocarbures, seule la mousse chimique l'éteint. Sinon, l'eau va juste éclabousser, exploser et aggraver la situation, comme si vous mettiez de l'eau sur de l'huile en feu, comme de l'huile de cuisson. Ça ne marche pas, ça empire les choses. Donc ils ont besoin de ça, ils ont besoin des combinaisons. Il fait tellement chaud que tu ne pourrais même pas faire griller des saucisses avec une telle chaleur. Je sais que c'est vraiment difficile, mais regarde ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Honnêtement, oui. La vérité, c'est que ce soit en Occident ou en Russie, c'est tout aussi difficile pour les pays occidentaux. Tout ce que tu peux faire, c'est rapprocher cette mousse, ce truc du feu, puis t'éloigner à nouveau. Il fait si chaud que tu ne peux qu'attendre que le combustible brûle, ou que la mousse soit finie, c'est fini. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses te faire contre ces feux d'huile spécifiques, à part faire griller ta viande. Les Russes et Poutine voulaient attuler le retour de l'Union soviétique, et maintenant ils l'ont obtenu. Parce que une des principales choses à propos de l'Union soviétique que tout le monde reconnaissait, c'est ça. Des tickets, on obtenait de la nourriture avec des tickets, on obtenait du sucre avec des tickets, on obtenait de l'essence avec des tickets, tout ce dont on avait besoin, des tickets, l'autorisation de l'État pour l'acheter, parce qu'il y avait des pénuries de tout. Eh bien, des tickets d'essence sont introduits dans un certain nombre de régions russes, principalement dans les régions européennes et frontalières. Je dis réintroduits, car ils en avaient dans les années 90 et au début des années 2000. Ils n'ont eu qu'environ 15 à 20 ans sans tickets, ce qui n'est finalement pas si long. Ils vont simplement les réintroduire. Les attaques de drones ukrainiens et les raffineries ont considérablement réduit la production d'essence, provoquant une pénurie sur le marché intérieur. Les attaques ukrainiennes de ces dernières semaines ont endommagé au moins 10 grandes raffineries de pétrole. Sympa. Des stations-service de l'Extrême-Orient à la Crimée et aux îles Kouril sont à court d'essence. De longues files d'attente se sont formées et les ventes ne se font que par coupons ou cartes. Et tu veux savoir ce qu'est vraiment l'Union soviétique? Ce n'est pas à propos de la grande armée qui défile à Moscou, ce n'est pas à propos des images de parade. Cette phrase résume tout. Les files d'attente s'allongent, les ventes se font seulement par coupons ou cartes. Voilà l'Union soviétique pour vous, si jamais vous vous êtes beau demander à quoi cela ressemblait. Dans des territoires comme comme les îles Kouril, la population est limitée à 10 litres par personne pour les ventes. Le carburant est une priorité pour les transports spéciaux. L'introduction de coupons est en discussion dans d'autres régions, à raison de 20 litres par jour, mais cela se fait à huis clos. On admet déjà que cette limite est trop élevée et qu'elle devra être réduite. J'aime ce que je lis, mec. Et voici quelques vidéos montrant d'énormes files d'attente dans presque toutes les stations-service des régions frontalières. Tout le monde a besoin de carburant partout dans le monde. Ne pas en avoir, c'est mauvais, mes amis. Nous avons tous l'habitude d'obtenir autant d'essence ou de diesel que nous le souhaitons à la station-service du moment qu'on a de l'argent. Vous vous êtes déjà demandé ce qui arrive si vous n'en avez pas? Impossible d'aller quelque part en voiture, ni même de prendre le bus. Ils n'ont pas de diesel, ils n'ont pas de carburant, vous ne pouvez rien prendre, vous pouvez prendre un vélo. Par exemple, voici Melitopol occupé, en Ukraine, et ce gars rapporte que toutes les stations-service sont à court de tout. Vous voyez 0, 0, 0, même pas de prix, parce qu'il n'y a rien. Et il dit que cette situation dure déjà depuis 2 semaines. Regardez une autre station-service, tout est épuisé. Donc oui, dans certaines régions, déjà depuis une demi-mois, il n'y a rien. Et maintenant, mes amis,
je veux vous présenter un impérialiste et fasciste russe à part entière, un journaliste russe. Maxime Kalachnikov, et il faut avouer que le nom Maxime Kalachnikov est génial. Maxime étant une mitrailleuse russe très connue, et Kalachnikov étant un autre russe très célèbre, inventeur de la Kalachnikov. Eh bien, je le cite parce que je pense que vous pourriez être d'accord avec lui. L'économie russe est à sa limite avec la guerre en cours. Bien sûr, Dugin et Medinsky peuvent te bavarder sur le fait d'être prêt à se battre encore 10 ou 20 ans, mais c'est du pur non-sens. Nous n'avons pas autant de temps. J'entends aussi les déclarations selon lesquelles nous allons bientôt entrer en guerre avec l'Europe, entraînant une nouvelle course aux armements nucléaires et des dépenses de 90 000 milliards de roubles pour moderniser l'arsenal. Il est impossible que cela arrive. Notre économie ne s'est pas encore totalement effondrée, mais elle s'effrite déjà. Le Blitzkrieg raté a eu pour conséquence que la Fédération de Russie a été privée de 12 000 milliards de dollars, soit 100 000 milliards de roubles nécessaires au développement. Et la guerre continue de dévorer les ressources. Des milliers de milliards seront nécessaires pour réparer les destructions dans les régions annexées. Nous devrons bientôt résoudre la question du financement des services de sécurité et de l'État, au moins à leur niveau d'avant-guerre. Comment éviter les retards de versement des pensions? La Fédération de Russie traverse une crise politique majeure. Sur le plan économique, la situation était la même que celle de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1985 à la veille de la perestroïka. Politiquement, cela rappelle février 1917, lors de la chute du régime tsariste, voire 1985. Depuis 1986, Tchernobyl est arrivé, et après cela, tout est allé de mal en pis. 1985. Je suis d'accord avec cela. Les coupons sont déjà introduits. Les pénuries ont déjà commencé et le budget russe est en grand déficit. Cela venait donc de la Russie. Une source interne. Je vais maintenant présenter une source externe. Une Estonienne, l'ancienne première ministre estonienne Kaja Kallas, dit que les revenus pétroliers russes ont chuté de 30%. Poutine perd des milliards à cause des sanctions européennes. Ces fonds ne sont plus disponibles pour financer la machine de guerre russe. Oui, si vous vous demandez si les sanctions fonctionnent, elles fonctionnent. C'est juste très difficile de faire tomber un pays aussi grand que la Russie. Ils ont de l'or, des forêts, des produits agricoles, du pétrole, du gaz et même des diamants. C'est vraiment difficile de faire tomber un pays qui possède presque tout ce que le monde consomme au quotidien. Donc il faut être vraiment strict avec vos sanctions. Mais elles fonctionnent si vous continuez à les appliquer et si vous êtes têtu avec elles. Et maintenant, pour enfoncer encore plus ce point. Je veux dire, la Russie est une économie de plus de 1000 milliards de dollars. Mais c'est la réalité. Les infrastructures ne sont jamais entretenues en Russie, en ce moment. Tout part à la guerre, on ne répare ni les infrastructures de guerre ni électriques. Et chaque tuyau, chaque fil dans le monde, partout, a une date de fin de vie. Le fil produira une étincelle causant un incendie et l'éclatement du tuyau. Tu sais, ça peut être dans 50 ans peut-être, 100 ans voire même 200 ans. Eh bien, en Russie, la majorité des installations de tuyauterie et d'infrastructures électriques a été réalisée dans les années 50, 60, 70 et 80. Jusqu'ici, c'est presque les années 80. Je veux dire, ça fait un demi-siècle, chaque tuyau, chaque câble, tout devient fou maintenant. Ça va arriver dans les 10 prochaines années. Même maintenant, chaque hiver, les tuyaux éclatent, il y a des incendies électriques partout, et ça donne ça. C'est une baba babouchka qui ramasse de l'eau de flaque là où passent moins les voitures. Elle devrait avoir l'eau courante. Elle a probablement travaillé pendant 56 ans pour l'État. Elle a fait sa part dans sa vie. Elle devrait avoir une bonne retraite et de l'eau chaude courante, tout ce dont elle a besoin. Mais non, elle doit la récupérer dans une flaque d'eau. Voilà la Russie, mes amis. Et maintenant, je vais en charcuter quelques-uns. Achetez-moi un café chaque mois. Les membres, mais nous n'en avons que 2. Seulement 2. Mais bon, ce n'est pas rien. Je suis très heureux que nous ayons ces 2 membres, Adrien Green et Billy Koeski. Ces 2-là. Bienvenue dans la famille. Vous êtes les 2 seuls à avoir rejoint après la dernière vidéo. Vous voulez rallonger cette liste et vous voulez entendre votre nom écorché jusqu'à l'oubli? Eh bien, offrez-moi un café. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et Pilgwhisky m'a en fait demandé s'il pouvait avoir un écusson, et il s'avère qu'il est un vétéran de l'armée des États-Unis avec 27 ans de service. Alors Bill, je dois te remercier pour ton service.
Bien sûr, je t'enverrai ton écusson dans les 2 prochains jours. Si tu veux cet écusson, écris-moi et offre-moi un café, tu l'auras. Merci Bill. Maintenant, mes amis, je veux vous présenter une momie russe. C'est comme ça qu'on l'appelle. Voici Yanukovych, l'ex-président ukrainien, surnommé la marionnette ou la momie russe. C'est le gars qui a volé tout ce qu'il a pu au peuple ukrainien quand il était président. Comment je le sais? Eh bien parce que je veux simplement vous montrer une vidéo du palais de Yanukovych. En 2014, l'Ukraine a vraiment acquis son indépendance de la marionnette russe. Et les gens ont vraiment découvert, je veux dire, ils s'en doutaient tout en avant, ils ont découvert ce qui se passait. C'est en 2014 le moment où le peuple ukrainien a libéré son pays après Maïdan, et voici le palais de Yanukovych. J'ai visité ce palais quand j'étais à Kiev. C'est une zone très vaste et totalement fermée. Ils ont leurs propres eaux privées, ils ont plusieurs bâtiments de sauna, comme un spa, un grand garage pour environ 50 voitures, des voitures de luxe. Ils montrent les piscines et tout le reste. Je veux dire, ce n'est pas comme ça que les présidents devraient en vivre. Ce n'est pas comme le palais présidentiel. Il l'a bâti pour lui-même avec l'argent de l'État. Je veux dire, c'est le summum de la corruption. Eh bien, si j'en parle, c'est parce que hier, des drones kamikazes ukrainiens ont mené une frappe précise sur la maison de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych, située en Russie. La maison de la momie russe en Russie a été attaquée par des drones ukrainiens. C'est tout à fait juste, car le palais qu'il a construit avait un prix astronomique. Je pense que c'était au moins quelques centaines de millions, voire plus, qu'il a tout simplement volé pour lui-même. Maintenant, sa maison est bombardée à cause de ça. Donc je suis content, c'est le karma, un karma qui agit très lentement. Mais en parlant des drones ukrainiens, on en a eu un en Estonie. Je ne plaisante pas. Il y a environ 2 jours, un drone ukrainien a survolé des champs estoniens dans le comté de Tartu, dans le sud de l'Estonie. Vous pouvez le voir juste ici. Je suis ici en Thaïlande. Eh bien, cela s'est passé ici. Il a explosé dans un champ, laissant un petit cratère. Ust-Luga est ici. Pourquoi est-ce mentionné? Parce que ces drones se dirigeaient vers Ust-Luga, et la majorité d'entre eux y sont arrivés. L'un d'eux est tombé dans ce grand lac ici, appelé Babe Sierra. Un autre a survolé l'Estonie, dans le comté de Tartu, et est tombé ici. Nous ne savons pas pourquoi ils ont dévié de leur trajectoire, mais ces 2 drones étaient des drones ukrainiens, et la majorité d'entre eux ont transformé Ust-Luga en barbecue. Nous avons eu un premier aperçu des drones ukrainiens. Personne n'a été blessé, seulement une explosion dans un champ. Mais ça arrive parfois. Quand j'ai parlé du karma avec Yanukovych, eh bien le karma a frappé une autre région de la Russie. Nous parlons d'un tremblement de terre dans la région de la mer Caspienne. Les habitants du Daghestan sont descendus dans les rues, paniqués par un violent séisme de près de 6 de magnitude. Donc c'est fort, c'est assez puissant pour faire s'effondrer des bâtiments, même si nous ne voyons pas cela. Vous voyez, il y a comme cette secousse qui se produit. Où est-ce que c'est maintenant? Un boom, le voilà. Cette secousse se produit assez rapidement, en 10 secondes, puis c'est terminé. Cela pourrait faire s'effondrer des bâtiments, mais je n'ai vu aucune vidéo montrant cela. Si ça avait duré 1 minute, tout aurait été détruit. Le séisme était puissant, mais très bref, c'est l'essentiel. Donc ils ont vraiment eu de la chance, mais c'est toujours agréable de voir quand le karma punit les mauvaises personnes. Récemment, il y a eu la fête de l'indépendance de l'Ukraine, et pour cela, les Ukrainiens ont largué ces feuilles, ces papiers sur les positions russes. Et je veux vous lire le message qu'ils voulaient transmettre aux Russes, parce que c'est un beau message. Occupant, tu ne comprends pas et tu ne comprendras pas pourquoi nous ne voulons pas faire partie de ton pays. Nous ne voulons pas d'un dictateur comme toi. À la volonté de qui? Tu deviendras bientôt du fumier pour notre terre noire? Peut-être que tu deviendras un beau tournesol ou un épi de blé cultivé sur la terre ukrainienne. La liberté et l'indépendance, la vie humaine sont les valeurs principales. Mais tu ne comprends pas ça non plus. Je suis désolé que tu sois venu chez moi avec l'intention de me tuer et de prendre ce qui m'appartient de droit, pas à toi. Mais je te tuerai sans regret parce que je défends mon indépendance, mes proches et mon pays. Bonne fête de l'indépendance, Ukraine. Voilà ce qu'ils ont eu. C'est un beau message adressé aux occupants, pour les éduquer un par un. Je doute que les occupants comprennent ce message, car ils ne connaissent pas cette langue.
Droits de l'homme, liberté, valeur de la vie humaine, qu'est-ce que c'est? Ils ne comprennent pas, mais c'est une belle tentative et un beau message. Mais maintenant, mes amis, voyageons en Russie, parce que la Russie fabrique encore des voitures. Lada Vesta, la nouvelle Lada, 2025. Les gens l'ont déjà achetée. C'est une voiture fabriquée en Russie. Bien sûr, les pièces viennent de Chine. Et les Chinois possèdent actuellement environ 80 à 90% de la part de l'industrie automobile russe. Certains achètent encore la Lada Vesta, fabriquée en Russie. Dans la soi-disant Fédération de Russie, la Lada Vesta fait l'objet d'un rappel massif en raison du volant qui se bloque pendant la conduite. Je ne plaisante pas. Il y a plusieurs vidéos où l'on conduit simplement sur la route et on ne peut pas tourner le volant. D'accord, tu peux t'arrêter, freiner, non? En fait non, le volant est bloqué. Mais imagine que tu roules à 5 km ou 5 miles à l'heure avec ça. Je doute que la Lada Vesta atteigne cette vitesse, mais c'est très risqué. Et tu as un virage très serré qui arrive, et tu es, disons, même à 70 km à l'heure, ta roue se bloque, tu vas sortir de la route. Et c'est une Lada Vesta. Il n'y a aucune sécurité, pas d'airbag, rien du tout, donc tu vas juste finir en engrais, tu vas être transformé en tournesol. Oui, le volant ne marche pas. C'est très... Ceci est une autre vidéo. On entend le bébé pleurer derrière, ce qui me peine vraiment. Tu es mère, tu as acheté cette voiture et le bébé pleure derrière, mais tu ne peux même pas tourner le volant. Le bébé veut ton lait, mais tu ne peux pas tourner ton volant, parce qu'il est fabriqué en Russie. C'est vraiment une mauvaise situation. Oui, beaucoup ont rappelé les véhicules, et ils disent que c'est un échec total. C'est un nouveau véhicule et tu ne peux pas utiliser le volant. On entend souvent les gens dire « Sois courageux comme l'Ukraine ». Eh bien, nulle part ailleurs, ce n'est aussi clair que dans cette vidéo. Ceci étant un drone vu à la première personne russe qui est en mode embuscade. Seule la caméra fonctionne, sans hélices. Il reste immobile jusqu'à voir des troupes ukrainiennes, puis il décolle. C'est comme une mine d'embuscade que vous pouvez contrôler. Les Ukrainiens utilisent la même tactique. Eh bien, dans cette vidéo, des civils ukrainiens ont vu ce drone d'embuscade russe. Et ils décident d'y aller à fond, de foncer dessus, sans hésiter, sans se soucier de rien, courageux comme l'Ukraine. Regardez ça. Tout d'abord, cela pourrait mériter un prix Darwin en cas d'erreur. Badabim, badaboum, tu vois. Mais ce gars n'est pas stupide. Il est intelligent. Regarde ce qu'il fait. La première chose qu'il fait, c'est qu'il éloigne l'explosif, la munition. Donc, quoi que fasse le drone, il n'explosera pas parce qu'il n'y a pas de munitions. Il l'éloigne en se promenant avec, et maintenant, il va essayer comme si les Russes le contrôlaient. Bon, ils sont là. Qu'est-ce que tu fais? Je dois? Et maintenant, ce gars-là est en train d'enlever la batterie. Et maintenant, il la fait tomber et la casse. Ce gars-là est complètement en mode guérilla avec ça. Genre, tu viens sur ma terre, mec, je vais te passer à tabac. Regarde-moi ça. Cet homme incarne le courage de l'Ukraine. Il est désormais l'Ukraine. C'est juste quelque chose de beau à voir. Je veux dire, ça l'est vraiment. Les Russes pensent qu'ils vont combattre des soldats ukrainiens. Ils affrontent toute la société. Tout le monde, les femmes, leurs enfants, les hommes, les grands-pères, les grands-mères, tout le monde. Il y a des histoires de grands-mères qui préparaient des gâteaux pour les soldats russes, mais ils étaient empoisonnés. Ils ont craché du sang et sont morts par dizaines durant les premiers mois de la guerre. Donc ils n'ont aucune idée qu'ils combattent toute une société. Il n'y a aucun moyen pour la Russie de gagner cette guerre. Ils ne le savent tout simplement pas encore. C'était tout pour l'édition de mercredi. Mes amis, je serai de retour pour vous vendredi. Mais d'ici là, n'oubliez pas de cliquer et de consulter le lien Buy Me a Coffee dans la description ci-dessous. Je veux prononcer certains de vos noms avec mon accent estonien vendredi. Allongeons la liste au-delà de 2. D'ici là, Slavo Krinier, au revoir.